Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce 13h, l'opération ZEM Ambassadeur de paix, lancée par la ministre Adidatou Matisse, le mouvement regroupe des conducteurs de mototaxi à Porto Novo. Échange entre la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin et la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Ils ont porté sur les avancées dans le secteur du numérique au cours de ces 5 dernières années. Et puis, formation des journalistes en vue de la couverture de la présidentielle. Marcela Rossi nous fera le point des travaux dans ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. On ouvre cette édition par l'opération ZEM Ambassadeur de paix. Lancée par la ministre Adidatou Matisse, elle vise à faire des conducteurs de taxi-moto des ambassadeurs de paix à Porto Novo. Voici le reportage. La violence électorale ne passera pas par eux. Repris en chœur depuis Porto Novo, le message est sur toutes les lèvres des émédiants de la capitale et des autres communes de l'Ouémé. Les conducteurs de taxi-moto, communément appelés zémédians, et parfois sujets à la manipulation, ils conjurent le mauvais sort et défient les pyromanes à travers leur titre d'ambassadeur de la paix fièrement arboré. Ceci pour prévenir et lutter contre la violence électorale. Une inspiration de la ministre Matisse Adidatou, cadre du milieu et coordonnatrice départementale d'un des grands partis politiques que toute la population de l'Ouémé salue pour son initiative de paix. Dans l'intervention de tout le monde, on dit les ZEM. S'il y aura la paix, c'est nous. S'il y aura encore la violence, il paraîtra que c'est nous. Nous, on ne fait que prôner la paix. Quand nous prenons un client, il faut lui parler de la paix. Quand vous discutez avec quelqu'un et il veut dérailler, taisez-vous et continuez votre chemin. La parraine de cette cérémonie, Madame la ministre, est une dame de paix. Elle souhaite la paix partout où elle passe. Elle a souvent dit, je n'aime pas là où il y a de discorde, je n'aime pas là où il y a de violence. C'est fort de leur rôle important dans la société et dans une approche anticipative qu'ils ont été choisis par l'initiatrice pour servir de vecteur de paix au sein de la population de l'Ouémé et au-delà celle du Bénin. Vous avez toujours été à l'avant-garde de toutes les informations. Parfois, on vous appelle radio ou télé France 24. Vous êtes une force de travail incontestable. Le travail étant source de paix, vous êtes artisans de paix. Vous êtes des ambassadeurs de paix. Conscient d'une telle situation, dont nul ne maîtrise toujours l'issue malgré la bonne volonté et l'organisation des pouvoirs publics, il nous a paru nécessaire de vous renvoyer à votre mission d'ambassadeur de paix. Considérés désormais comme des apôtres de la non-violence, ils ont pour mission de prôner la paix en tout lieu, gage d'une élection apaisée. Il s'agira pour vous de sensibiliser vos clients, vos camarades, vos parents et tous ceux que vous rencontrez à vos lieux de regroupement dans votre entourage
sur la culture de la paix en cette période électorale. En tant qu'ambassadeurs de la non-violence et de la paix, ils sont ressortis du lycée Bianzin de Porto Novo avec la ferme conviction que leur apport ne sera pas de trop dans la préservation de la paix au Bénin. Le président du Conseil économique et social a organisé avec le Conseil œcuménique national des églises du Bénin des séances de prière pour la paix. À Dafsa, un culte a été célébré au temple protestant méthodiste Jérusalem. Le point avec Emerida Quinsotan. C'est une série de prières organisées dans différentes localités du pays. Après Porto Novo, c'est la commune de Dassa qui a reçu la délégation du président du CES, Augustin Tabegbian, et des fidèles du Conseil œcuménique national des églises du Bénin. Une seule intention de prière, la paix au Bénin avant, pendant et après les élections. Notre pays est en train de traverser une période très sensible. Notre prière est que l'élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 11 avril prochain se déroule dans la paix et dans la grande quiétude. Si vous vivez dans un pays où règne la paix, vous les habitants de ce pays, vous serez aussi en paix et vous allez vivre en paix. Nous en appelons à la paix, rien que la paix. Des contradictions et divergences d'opinion s'expriment, se développent et tout cela dénote bien de la vitalité de notre démocratie. Que tout se déroule dans la paix, pour la paix et le développement holistique durable de notre pays. Pour les initiateurs de cette séance de prière, le devoir de l'Église, au-delà de prier, est de sensibiliser les fidèles, tous les Béninois, à être des artisans de paix. Je voudrais, en ma qualité de président du Conseil économique et social, appeler au sens aigu de responsabilité de toute la population en général et de tous les acteurs politiques en particulier, afin que nous puissions traverser cette période sensible dans la paix et l'allégresse. Nous sommes très heureux de l'initiative prise par le président du Conseil économique et social avec toute son équipe. Et il est dans son rôle social de rechercher la paix, de provoquer la paix. Et la paix, c'est dans le cœur. Et le meilleur message pour toucher le cœur, c'est à travers les Écritures saintes. À Dassa, les fidèles protestants méthodistes ont prié pour le président Patrice Talon et son gouvernement. Pour les candidats à la présidentielle du 11 avril prochain, les électeurs et tous les acteurs intervenant dans le processus électoral. Direction Grand Popo où se déroule une formation au profit des hommes de la presse. Le but est de les former pour une meilleure couverture de la présidentielle du 11 avril prochain. On fait le point. Comprendre comment ça marche chez eux. Comment couvrir l'élection du 11 avril en toute liberté et dans la transparence totale comme l'exige la démocratie représentative. Journalistes, patrons de presse, étudiants en journalisme, tous s'intéressent à la question posée par Sia Bonga Gold et Konrad Adenauer Stiftung à la veille de cette présidentielle. Il ne s'agit pas d'être un modèle de scoop ou un modèle de scoop. Ensemble, ils mesurent avec les experts et consultants d'ici et d'ailleurs ce que revêt la crédibilité du journaliste dans le contexte actuel. Ce que nous faisons ici, c'est un exercice théorique et pratique. Quels sont les pièges à éviter? Comment est-ce que, au-delà de tout, il faut mettre vraiment la qualité et le professionnalisme au milieu, sinon au fond de nos différentes délibérations, pour permettre à ce que, à la fin, comme on le dit, cela n'arrive pas par les journalistes. C'est-à-dire que si demain qu'il y ait une instabilité, que ça ne soit pas l'œuvre des journalistes, et que si par hasard
y ait peut-être quelques poches d'instabilité, que les journalistes soient capables de faire au mieux, avec professionnalisme, leur travail, pour que cette tension puisse s'apaiser. Il est primordial d'avoir des journalistes crédibles. Sans ça, ce sont des acteurs de la démocratie qui font défaut. La composante d'une démocratie compte plusieurs acteurs. Les journalistes en font partie, à la condition qu'ils remplissent les critères qui sont exigés à la fois dans leur métier, mais qui sont, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie, mais qui sont aussi exigés de la part de ceux qui nous lisent, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous voient à la télé. On a beau avoir la vérité en période électorale, lorsqu'on veut donner une information, il y a un minimum d'introspection qu'on doit faire pour dire, bon, ok, cette information, doit-on la donner maintenant, tout de suite? Quel pourrait en être l'impact? L'impact sera-t-il positif ou négatif? C'est tout cela qu'il faut supposer. Et vous êtes d'accord avec moi que tout le monde n'a pas les techniques pour procéder comme je l'évoque ici. C'est ça d'ailleurs la particularité du métier de journaliste. Et c'est pour cela que c'était bien qu'il se retrouve ici pour se rappeler cette attitude qui devrait être la leur en temps normal, mais particulièrement en période électorale aussi. S'il y a des moments où la puissance et l'importance du journaliste sont démontrées, l'organisation d'une élection, qui plus est présidentielle, en est un. Indéniablement, son rôle ici est déterminant. Initiative citoyenne est en campagne pour une élection pacifique. Les responsables de cette organisation sont allés sensibiliser la population de Parakou sur l'importance de consolider à tout prix la paix en cette veille du scrutin présidentiel. Enoch Rumpati Alexis Assoba. Bâtissons un Bénin uni, prospère et fort de valeurs humaines. C'est l'appel pressant que lance Initiative citoyenne à tout le peuple béninois en cette période électorale. Face à un auditoire épris de paix, cette ONG exhorte la population de Parakou à une élection pacifique. Nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les populations béninoises, pour ne pas céder à la violence, pour ne pas écouter les uns les autres. Après les élections, que les populations vont se revoir, du nord au sud, que nous sommes les mêmes. Et nous avions demandé aux populations de sortir massivement pour aller voter dans la paix et dans une concorde donnée. Aux jeunes en âge de voter et qui ne disposent pas de leur carte d'électeur, Initiative citoyenne indique le chemin à suivre. Aux jeunes de Parakou, ils peuvent aller voter avec leur carte d'identité, avec leur permis de conduire, avec les cartes LEPI, avec les RAVIP, avec le passeport, avec leur permis de conduire également. Il suffirait simplement qu'on constate sur la liste, tu portes de telle identité sur ta carte d'identité. Comme ça, on te permettra de voter. Au terme de cette sensibilisation, les deux parties se sont, entre autres, engagés à consolider cette paix. Ils nous ont appris juste comment nous comporter pour avoir une élection paisible. Genre qu'il n'y ait pas de violence, et que nous sortions aussi massivement pour aller voter. Donc c'est seulement les deux messages que moi je tiens très importants à partager aussi avec les chers habitants et cohabitants de la maison. Un bon citoyen, en l'entendant, en l'écoutant, doit se sentir interpellé. La paix, elle est fondamentale. C'est dans la paix que tout se construit, c'est dans la paix que tout s'acquiert. À la fin de ce scrutin, Initiative citoyenne promet de primer les 5 meilleures communes pacifiques. Pendant ce temps, les membres de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin s'imprègnent du bilan des 5 années de gouvernance du président Patrice Talon dans le secteur du numérique. Par visioconférence, ils ont échangé avec la ministre du numérique et de la digitalisation. Regarde. Les entreprises. 5e vidéoconférence de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Au cœur des échanges, la transformation digitale du Bénin en 5 ans de gouvernance du président Talon. Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Aurélie Adam Soulez-Zoumaro rassure les Béninois de l'extérieur. La vision que le président de la République a eue et que nous avons mis en œuvre pendant ces 5 années est donc de transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour la croissance et l'inclusion sociale. Et ce qui compte le plus
c'est vraiment la dynamique mise en place. Et tel que le président de la République l'a dit pendant sa tournée, ce qui est important, c'est la dynamique. Et cette dynamique aujourd'hui permet à l'ensemble des secteurs, des sectoriels, d'embrasser le numérique comme étant une opportunité pour justement atteindre leurs objectifs. Qu'en est-il du renouvellement des passeports en ligne, du coût de la connexion Internet, des opportunités de connexion liées au télétravail, de la diversité et de la qualité des services, des réseaux GSM, de la protection des données et du financement des startups? À chacune des préoccupations exprimées, la ministre Adamsoulé Zoumaro a répondu de manière claire et détaillée. Le directeur de la communication de la présidence de la République vient parfois étayer avec des exemples son intervention. La Banque mondiale souligne l'avancée considérable que le Bénin a pris en matière d'identification. Nous avons aujourd'hui un registre national des personnes physiques qui est renseigné avec plus de 11 millions de Béninois identifiés, qui est disponible, exploité au quotidien. Notre université d'Abomey-Calavi était classée deuxième, je crois, en Afrique subsaharienne au niveau de sa présence sur le web. Les rectorats, notamment à l'UAC, avaient déjà commencé un important travail de mise en ligne des cours. Tout ce travail préalable et aussi ce qui est venu avec la plateforme de e-learning et également ce que nous faisons maintenant depuis un moment avec la mise en place du réseau béninois d'éducation et de recherche ont certainement contribué à ce résultat. Notre pays est le premier de l'UEMOA en matière de services en ligne. L'Alliance pour un Internet abordable aussi a mis en place un indice d'accessibilité de l'Internet pour lequel nous avons connu une bonne progression. Au niveau de l'UIT, la sécurité étant un élément important, l'indice global de cybersécurité, le Bénin a fait un bond extraordinaire, 8e en Afrique. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour sécuriser le cyberespace béninois? Personne n'a oublié qu'il y a eu une action policière d'envergure qui a permis, courant 2018-2019, de démanteler de nombreux réseaux de cybercriminels. Avoir un dispositif réglementaire, législatif réglementaire et vulgariser cela, que chacun sache à quoi s'en tenir. Donc, première chose, c'est ce que nous avons fait. Madame est modeste, elle vous aurait dit qu'à l'époque, cela a même valu une certaine amélioration de la cote de notre pays en la matière. Deuxième chose, c'est qu'il faut bâtir l'infrastructure technologique numérique pour assurer la sécurité des transactions en ligne. Troisième volet, c'est l'humain. Nos comportements sur le cyberespace déterminent aussi notre vulnérabilité. Et donc, il faut éduquer la population. Madame Rose Fanoli, qui voudrait savoir exactement ce que fait le gouvernement pour nous permettre de renouveler nos passeports en ligne à l'image du casier judiciaire qui est totalement dématérialisé. Il y a effectivement eu, à un moment donné, une situation avec le fournisseur. Aujourd'hui, nous avons surmonté cette difficulté. Les infrastructures en place permettent de recommencer à délivrer les passeports. Les explications de la ministre Aurélie Adamsoulé Zoumaro sur les 6 grands projets du programme d'action du gouvernement dans le monde du numérique ont permis à la diaspora de mieux apprécier l'importance des réformes faites et le niveau d'évolution atteint. La 3e conférence administrative du département du Mono s'est tenue ce mercredi à Lokussa. Un rendez-vous d'échange sur les grands sujets d'importance liés au développement du département du Mono. Le point avec Gilles Dansoué et Michael Noati. Un rendez-vous pour débattre des sujets de grande importance du Mono, sujets liés à l'essor de ce département. Il est question de peaufiner les stratégies à mettre en place pour aboutir à ce résultat. Des échanges assez riches sur des sujets d'importance. Le directeur départemental des infrastructures nous a fait le point des grands travaux routiers exécutés au niveau de notre juridiction administrative actuellement. Donc, nous avons par exemple la voie Lokossa-DV à Plahoui qui a connu un taux d'exécution déjà de 84,9%. La réalisation du pont de Djidjozun est déjà à 72%. Ce pont relie bien sûr le département du Mono à celui de l'Atlantique.
Nous n'oublions pas les travaux de construction de postes juxtaposés à Ilakondi. Un état des lieux nous a été fait de la situation des décès maternels et néonatals au niveau donc de notre département. Nous avons constaté que la situation n'est pas du tout reluisante. Le tableau est sombre. Il faut nécessairement qu'on travaille pour renverser cette tendance. Les causes liées à cette situation ont été donc partagées par les membres de la conférence administrative départementale. Des engagements ont été pris par les directeurs départementaux. Des recommandations ont été formulées aussi pour renverser cette tendance. Des bouts de vidange préoccupent à plus d'un titre. Donc la situation est telle que les gens ont recours à des clandestins qui viennent la nuit enlever les bouts manuellement pour les enfouir dans des lieux inappropriés. Et c'est pour remédier à cette situation que le groupement, ayant vu le problème, a commencé par travailler et a soumissionné à un appel à projet de l'AFD, de l'ONG Français Initiative Développement d'abord, et après de l'AFD, et a obtenu un financement qui vise à installer un site de traitement des bouts de vidange, un site respectant les normes de traitement des bouts de vidange dans le département du Mono. La conférence administrative départementale pour impulser le développement du Mono. On en parle encore de la journée internationale des droits des femmes. À Paou, les femmes du marché ont été honorées. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs autorités. Regardez plutôt. Premier instant d'une festivité marquant la journée internationale de la femme à Paou, une messe d'action de grâce. Détente offerte à des femmes rompues à la tâche, loin de leur étalage. La célébration des droits de la femme n'est pas passée inaperçue ici. Je suis particulièrement heureuse de vivre cette intense force émouvante qui célèbre la femme béninoise. Et comme vous le savez, le Bénin a besoin de nous, les femmes. Aujourd'hui, plus qu'hier, toute la communauté nationale doit œuvrer pour le respect des droits des femmes, l'égalité des genres et l'élimination des distinctions ainsi. Ainsi, la promotion du genre dans notre pays est sans nul doute une condition principale de la participation de la femme au développement. Cette année, Paou a décidé de célébrer le 8 mars à l'honneur de toutes les femmes, de toutes nos mamans, de toutes nos sœurs de l'arrondissement de Paou. Et pour une première édition, on voit qu'il y a une participation massive de nos femmes. Il y a une participation massive de nos mamans et de nos sœurs. Chères mamans, soyez-en félicitées. Soyez-en félicitées parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Une retrouvaille des fils et filles de Paou, première édition d'une célébration du 8 mars sous une crise sanitaire avec les femmes du marché de cet arrondissement de Ouida. Les gestes barrières étaient de mise. Chères sœurs, je crois que le Covid, aujourd'hui, nous devons en avoir peur. Je comprends, parce que nous les femmes, il n'y a rien qui puisse se faire dans un foyer sans nous. Alors, beaucoup de gens oublient ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez un peu la directrice départementale, vous écoutez toutes les actions qui ont été prévues dans le programme d'action du gouvernement pour honorer la femme béninoise. Je voudrais vous dire que notre président, il est visionnaire. Et je voudrais saluer son esprit d'anticipation et de responsabilité pour déjà nous permettre de prendre conscience de ce que nous devons assurer notre avenir après Covid. Absolument. Et aujourd'hui, il nous a honorés. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour avoir fait en sorte que la femme puisse exister, puisque sans la femme, il n'y a pas de vie. Vous êtes le sel de la vie. Vous êtes le sel du monde. Je voudrais que vous vous applaudissiez, s'il vous plaît. Mais particulièrement au Bénin, aujourd'hui, la femme est un symbole phare pour notre pays,
Et notre président de la République l'a si bien compris. Puisqu'aujourd'hui, les femmes, quand on dénombre un peu dans notre pays, aujourd'hui, les femmes sont les plus nombreuses. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, l'a tellement bien compris qu'il a essayé dans cette réforme de donner une place de choix aux femmes. Cette célébration de la Journée internationale de la femme à Paou a été l'occasion de distinguer des femmes pour leur abnégation et surtout pour leur bravoure. La direction du patrimoine culturel a organisé un atelier de restitution et de validation des besoins de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Bénin. Occasion propice pour une intervention en direct par visioconférence du directeur régional de l'UNESCO. Reportage. Le Bénin est félicité par l'UNESCO pour son engagement à la conservation du patrimoine culturel tant matériel qu'immatériel et son leadership dans les négociations pour le retour au bercail des biens culturels évadés ou emportés outre-mer. Et c'est par visioconférence que le directeur régional de l'UNESCO exprime ses félicitations. Je voudrais donc féliciter le Bénin pour le rôle actif qu'il joue au niveau mondial dans la mise en œuvre de la Convention de 2003. Votre pays a fait inscrire le patrimoine oral guélédé comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Bien formaliste, le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts reçoit les lauriers tressés au fronton du Bénin. Permettez-moi, Monsieur Dimitri Sanga, de vous dire combien nous sommes touchés par votre appréciation, vos félicitations sur les efforts que le Bénin essaie de mener. Le Bénin a l'honneur, c'est le cas de le dire, pour cet atelier organisé par Paul Akogny, directeur du patrimoine culturel. Un atelier inscrit dans le programme planétaire de l'UNESCO. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale de renforcement des capacités de l'UNESCO mise en place pour aider les États membres à créer des environnements institutionnels et professionnels. Dans le cadre de cette stratégie mondiale, Lambert Bonezui, expert mandaté de l'UNESCO, après un séjour hebdomadaire au Bénin, fait l'état des lieux du patrimoine culturel immatériel béninois. Restituer son investigation, c'est l'activité initiale de cet atelier initié. Cette activité consiste à exprimer les besoins techniques, intellectuels, humains, financiers et d'assistance internationale nécessaires à la sauvegarde et à la valorisation de nos traditions et expressions orales, de nos arts de spectacle, de nos pratiques rituels et événements festifs, de nos connaissances liées à la nature et à l'univers, puis de nos savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Par cette activité, notre pays entend œuvrer davantage pour la mise en œuvre de la Convention 2003. Cette Convention 2003 de l'UNESCO fut adoptée pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, du patrimoine que la patrie béninoise veut sauver pour toujours, garder à jamais, sauvegarder et dire « ainsi soit-il ». Et puis, la mosquée centrale de Bagou, dans la commune de Gorgounou, a désormais son imam. Son nom, Mohamedou Idrissou, il a été intronisé selon les rites de l'islam. Les détails avec Christian Ganjo et Olvi Games. Le voici, le nouvel imam de la mosquée centrale de Bagou. Mohamedou Idrissou est installé ici par un collège de guides religieux. Il reçoit notamment le turban et la canne conformément à la religion musulmane. Dans la mosquée, il doit veiller sur la prière des fidèles. Donc voilà le rôle de l'imam qui débute de cette étape-là dans la mosquée et sort de la mosquée en arrivant dans la vie humaine. Quand on parle de l'imam aujourd'hui, c'est celui-là qui organise les mariages, qui organise les baptêmes. S'il y a des mésententes entre les fidèles dans la ville ou bien dans un village, c'est l'imam qui s'en charge. Le nouvel imam de Bagou place son règne sous le signe de la paix.
Que Dieu nous donne la grâce de gérer, que la communauté musulmane de l'Anse de Bagou qui soit ensemble, unis avec lui pour pouvoir développer la religion musulmane. L'installation de l'imam a mobilisé plusieurs hauts responsables de l'islam, beaucoup de fidèles venus de plusieurs régions du pays, ainsi que des autorités politiques. On ne peut pas introniser quelqu'un et que tout le monde soit d'accord. Il doit y avoir des gens qui veulent aussi. Mais si ça déjà tombe sur la tête de quelqu'un, nous allons nous prier et remercier pour attendre notre tour. Le nouvel imam de la mosquée centrale de Bagou a 63 ans. Il est cultivateur et père de plusieurs enfants. Ce sera tout pour cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.